Donc, les belles rencontres se poursuivent dans le cadre de mon Algérie à moi, puisqu'aujourd'hui nous allons voyager entre Guelma et Ortafa dans les Pyrénées-Orientales. C'est donc un enfant de Guelma qui va nous livrer son précieux témoignage. Avant toute chose, je voudrais remercier chaleureusement Jacques Pradel qui a facilité la mise en relation. On va retrouver Jackie Maléa, qui n'est pas un inconnu, puisque mon ami Mehdi Lalaoui lui a consacré en 2008 un documentaire intitulé les parfums de ma terre. Quand je suis arrivé en France, je suis arrivé tout seul avec une valise et j'avais quelque chose comme, je ne sais pas comment on dit à l'époque, 100 francs peut-être dans la poche, ouais. Sans aucune formation, sans diplôme, sans rien. La France, c'est pas ma patrie. Ma patrie, c'est l'Algérie. On était français parce que l'Algérie était française à l'époque, mais bon, je me sens plus algérien que français. Nous aussi, on a subi le racisme. Il n'était pas aussi fort que le racisme qu'on connaît maintenant vis-à-vis des Algériens, mais on le ressentait quand même, des petites réflexions par-ci, par-là. Comme je suis quelqu'un qui a toujours des projets, je me suis investi à fond dans le syndicat, dans les activités sociales, etc., etc. J'ai organisé des bals, j'ai organisé de tout. Et aujourd'hui, j'étais à Annecy au départ. Aujourd'hui, quand je retourne à Annecy, je rencontre encore des gens qui me disent « Quand tu es parti, tu as laissé un vide. » Voilà, j'avais laissé une trace, c'était plus le pied noir, etc. J'avais laissé une trace parce que j'avais fait des choses. Famille Maléa qui arrive en Algérie, elle vient d'où? De Malte. Avec une cousine, on a fait l'arbre généalogique de la famille et on s'est aperçu qu'en Malte, il n'y avait pas de Maléa. Et on a trouvé, il y avait des Malia. La fois où on est allé faire des recherches en Malte, on a rencontré un monsieur qui parlait français et qui s'appelait Malia. Et donc, je lui pose la question, il me dit « Non, monsieur, ça se prononce Maléa ». Et donc, les premiers qui sont arrivés en Algérie, quand on leur a demandé leur nom, ils ont dit Maléa. Et donc, ils ont marqué Maléa au lieu de Malia. La première famille est arrivée en 1839. Les premiers membres de votre famille qui arrivent de Malte en Algérie arrivent dans quelles conditions? Il y avait une forte immigration maltaise à ce moment-là? Ah oui, il y avait une forte immigration puisqu'ils vont se retrouver toute une communauté. Passer par souvent la Tunisie, qui va être aussi le trajet de ma mère, qui, elle, arrive d'Italie. Elle naît à Tunis, et après, ils rejoignent l'Algérie. Ils sont tous passés par là. Donc, cette communauté de Maltais va vivre à Guelma. Dans ma famille, ils sont tous bouchés. Ils se marient entre eux. Ils ne parlent pas ni le français ni l'arabe. Ils parlent le maltais. Mon grand-père né en Algérie en 1800 et quelques. Et donc, après, il crée une famille. Quand je vous dis il était boucher, mon père avait une petite boucherie qui faisait 3 mètres sur 3 mètres. C'est plus une boucherie. Maintenant, c'est une poissonnerie. J'ai eu par contre l'occasion, quand c'était encore une boucherie, de rentrer dans ce magasin. Écoutez bien, de prendre de la viande pour toute ma famille. Et quand j'ai demandé au gars qui était un ami de mon père, combien je te dois? Il m'a dit rien du tout. Ici, c'est Maléa, c'est chez toi ici. Parce qu'il y avait un ami algérien de mon père, quand il passait dans la rue, il disait toujours salut la Valette, salut la Valette. Et un jour, je lui dis à mon père, je lui dis pourquoi il t'appelle la Valette? Tu t'appelles pas la Valette? Il dit non, la Valette, c'est en Malte, parce qu'on vient de Malte. Ah bon? Mais alors, à l'époque, ça m'a pas percuté. Oui. Bon, j'ai dit on arrive de Malte. Voilà, je n'ai pas percuté du tout. Moi, mon pays, je ne le connaissais pas. Je le dis toujours, les Pieds Noirs, quand ils sont rentrés en 62, ne connaissaient pas le pays. On n'a pas été baigné dans cette histoire en disant où c'est que vous venez, comment vous êtes. Non, non, on s'amusait, après on travaillait, etc. Et puis, on était français parce que l'Algérie était française, et puis basta. Moi, j'ai appris tout ça plus tard, quand ma cousine m'a demandé de lui donner un coup de main pour faire l'arbre généalogique. C'est là que je me suis aperçu que mon grand-père faisait partie d'une fratrie de 14 enfants. Dans la même fratrie, on écrivait Maléa avec un L ou avec 2 L. Le frère, un s'appelait avec 2 L, le frère suivant s'appelait avec un L. C'était
comme ça sur les papiers. On a retrouvé tous les papiers. J'aurais aimé, c'est un de mes regrets, parler avec mon père. Il me racontait rien. Quand on lui posait des questions, il répondait toujours rapidement, ce qui voulait dire, bon, on ne va pas aller plus loin. Voilà, voilà. Et on a l'impression que du coup, c'est comme une nécessité, une obligation pour vous de transmettre. Ça m'est venu quand j'ai appris qu'à Guelma, il y avait une femme qui était ma mère biologique et qui me recherchait. Voilà. Alors, il faut que je remonte très loin parce que je vais vous dire, c'est vraiment un concours de circonstances. D'ailleurs, quand Mehdi Alaoui a appris ça, il m'a dit c'est un scénario de film, ça. C'est un scénario de film que tu fais là. Figurez-vous que quand je suis arrivé donc, à Ortafa, hein, quelqu'un de la famille de ma fiancée, parce que j'étais fiancé à l'époque, me conseille d'aller à Toulouse faire une école professionnelle pour terminer mon CAP que je n'avais pas fait, que je n'avais pas eu le temps de finir en Algérie. Donc j'y vais, etc. À la fin des 6 mois d'école, on nous dit, voilà, on va vous donner des adresses, ne restez pas dans le sud, parce que tous les pieds noirs sont là dans le sud, le boulot va manquer, donc allez plus haut, allez plus loin, etc. Et ils organisent une réunion. Bon, j'ai un copain, moi j'avais quelque chose à faire, je lui dis, bon, tu vas à la réunion, et où tu vas, je viens avec toi. Voilà. Et le soir, il me dit, écoutez bien, on va à Annecy. Ah bon? Il me dit, oui, j'ai pris les places, demain matin, on part à Annecy parce que là-bas, il y a une entreprise, etc. OK, on arrive là-bas. Quand on arrive là-bas, bon, ben, on pose les valises, hein, qu'est-ce qu'on fait? Ben, il dit, il y a un hôtel en face, on va aller prendre une chambre d'hôtel, et puis après, on va essayer de trouver l'adresse. Quand on cherche l'adresse, on s'adresse à un vieux Savoyard qui nous dit, cette entreprise, moi, je ne la connais pas. Ah bon? Il dit non, mais vous êtes trompés, les gars, parce que moi, je ne lis pas Annecy, là, sur le papier, je lis Nancy. Oh non! Alors, je dis au copain, tu t'es trompé, mais qu'est-ce que tu as fait? Alors, c'est pas vraiment au même endroit. Hein. Voilà. Alors, il me dit, tu connais quelqu'un à Nancy, toi? Ben, je lui dis non, mais il y a une entreprise qui me dit, mais non, mais on va trouver ici. Moi, je me mets en colère, je lui dis, non, il faut qu'on aille là-bas. Et il me dit, bon, écoute, calme-toi, on va faire ça au 4-21. Si tu gagnes, on part à Nancy. Si tu perds, on reste là. J'ai perdu. À quoi est attaché à lier le destin? Et alors, tout ça, écoutez bien, parce que si j'étais parti à Nancy, ma mère ne m'aurait jamais retrouvé. Parce que quelques années après, dans la rue, à Annecy, je m'entends appeler « Jackie, Jackie, Jackie ». Je me tourne, je regarde, et là, je reconnais un Algérien qui s'appelait Magid, qui travaillait chez un de mes oncles. Donc, on va boire le café, il m'explique qu'il était en vacances et qu'il allait rentrer au bled, etc. Bon, voilà. Quand il est rentré, il en a parlé à sa mère. Il lui a dit, j'ai vu Jackie, parce qu'on était très, très, très proches. On allait souvent chez eux, etc. Et donc, il lui a dit, j'ai vu Jackie, il habite à Annecy. Quelque temps après, je rencontre quelqu'un qui vient au magasin où j'étais donc chargé des commandes et tout ça, à EDF, un monsieur algérien qui vient chercher du matériel pour une entreprise. Et je lui dis, vous êtes d'où? Il me dit, d'Algérie. Ah bon? Je lui dis, mais de quel endroit? Il me dit, un bled que tu ne connais pas, Guelma. Je lui dis, vous êtes de Guelma? Je ne connais pas. Oui, je dis, moi aussi. Moi aussi. Ah bon? Il me dit, quelle famille? Maléa. Ah, le boucher. J'ai dit, oui, le boucher. Charlot. On devient amis. Un jour, sa femme part en vacances et elle connaît la mère de Magid. Donc, elle va la voir. Et pendant elles sont en train de prendre le café dans la cour, il y a une femme qui arrive, elle lui dit, c'est toi qui habites à Annecy? Elle dit, oui, pourquoi? Elle dit, parce que mon fils habite à Annecy, il faut que tu le trouves. Alors, elle lui dit, quoi? Ton fils habite à Annecy? Attends, mais comment tu veux que je trouve ton fils? Moi, Annecy, c'est grand. Elle me dit, c'est pas Guelma. Hein, c'est comme quand on me dit, est-ce que tu connais, j'ai un cousin à Paris? Est-ce que tu le connais? C'est un peu grand Paris, oui. C'est un peu du même ordre. Alors, elle lui dit, tu me donnes son nom, je vais essayer de regarder. Elle avait pensé au bottin du téléphone. Elle a dit, je vais regarder si je le trouve. Elle lui dit, il s'appelle Jackie Maléa. Elle lui dit, quoi? Comment il s'appelle? Elle lui dit, il s'appelle Jackie Maléa. Elle lui dit, qu'est-ce que tu me racontes là? Elle me dit, je suis sa mère. Qu'est-ce que tu me racontes là? Mais je connais Jackie Maléa, moi. Ah, tu connais? Alors, donne-moi l'adresse. Elle dit, attends.
Mais elle dit, mais je connais son père et sa mère, parce qu'ils sont venus manger chez moi. Alors, qu'est-ce que tu me dis que tu es la mère de Jackie? Elle lui dit, mais oui, sa vraie mère, c'est moi. Alors, elle réfléchit très vite, cette femme. Elle lui dit, alors écoute, moi, je vais te dire, tu me donnes une lettre, moi, je vais lui donner, mais je ne te donne pas l'adresse, parce que je ne comprends pas ton histoire. Voilà. Et donc, le copain, au mois de septembre, il vient me voir au boulot, il m'appelle, on va boire un café au bistrot du coin, et je sentais qu'il avait quelque chose qui n'allait pas, quoi. Alors, je lui dis, ça lui dit, qu'est-ce qu'il y a? Ça ne va pas? Non, il me dit, tout va bien, ça va. Je dis, les enfants, ça va? Oui, les enfants, ça va. Et il me dit, voilà, écoute, j'ai rien compris. Alors, il m'explique. Moi, je le regarde comme ça, et je me dis, qu'est-ce que c'est cette histoire? Et il me dit, voilà, la lettre. Et donc, j'ouvre la lettre, vous l'avez vu dans le film, hein, la lettre. Je suis ta mère, etc., etc. Voilà. Si je n'étais pas resté à Annecy, ma mère ne m'aurait jamais retrouvé. Voilà. Elle serait partie sans jamais vous revoir. Après, j'ai appris, bien entendu, par une tante. J'avais encore une tante qui était vivante. Ma tante travaillait dans un magasin de souvenirs. Elle me dit, ta mère passait pratiquement 2-3 fois par semaine, me demandait comment tu allais, qu'est-ce que tu faisais à l'école. Mais c'était un secret de famille parce que mon père avait demandé à tout le monde de ne rien dire, absolument rien dire. Pour une raison peut-être parce qu'il avait mal vécu le départ de ma mère, très mal, mais en plus parce que bon, elle avait trouvé un Algérien, parce qu'elle était française. Elle avait fait sa vie, elle avait fondé un, voilà, elle a fait sa vie avec foyer. un Algérien que je connaissais en plus. Parce que le jour où je suis arrivé chez eux, quand je l'ai vu, il m'a fait « Eh oui, c'est moi. Tu te rappelles de moi ?» Ben, j'ai dit « Bien sûr, je me rappelle de toi. » Parce que c'était un gars qui avait acheté le premier taxi à Guelma, une traction avant noire. Magnifique voiture, qu'il était toujours en train d'astiquer. Et moi, quand j'allais à l'école, je passais là. Et donc, je m'arrêtais et on discutait. Et il m'avait même dit un jour, tu veux venir avec moi, je vais te faire un petit tour. J'ai dit, non, il faut que je m'en aille, il faut que j'aille à l'école. Et je connaissais son prénom, il s'appelait Amar. Et là, je le retrouve, c'était le mari de ma mère. Et lui, il le savait que j'étais le fils de sa femme. Il le savait. Mais mon frère et mes 2 sœurs également l'ont toujours su qu'ils avaient un frère qui s'appelait Jackie, etc. Voilà. Donc là, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose, il faut que j'écrive pour laisser une trace. Et j'ai sorti ce livre pour la famille, mais des amis me l'ont demandé, donc j'avais 100 exemplaires, ils sont tous partis, il ne m'en reste plus qu'un. Beaucoup d'Algériens, aujourd'hui, ne savent toujours pas ce qui s'est passé à Guelma un certain 8 mai 45. Quand je retourne à Guelma, la première fois, en passant dans une rue qui s'appelait avant la rue Victor Bernès, je vois une plaque et je demande à un copain, c'est là que le sous-préfet Achiari a arrêté la manifestation. Et là, Samia, me reviennent des images. Alors, vous avez 5 ans. Vous avez 5 ans. J'avais 5 ans. Voilà. Quand je reviens, je vais voir toujours cette tante et je lui pose la question. Elle me dit, oui, le 8 mai 45, nous étions devant le magasin, alors elle me dit, de tonton Alfred, c'était notre oncle, je te ramenais chez toi, les Algériens, alors on ne disait pas les Algériens, hein, on disait les Arabes, sont arrivés de ce côté, ils descendaient, et à un moment donné, il y a eu une bousculade, et tout le monde a couru, il y a eu des coups de feu, etc. Voilà. Et ça, je m'en souvenais. Ça m'avait marqué, mais dans ma mémoire, ça ne me revenait pas. Il a fallu que je pose cette question, pourquoi il y a cette plaque ici? Voilà. Donc là, après, bien entendu, j'ai essayé de comprendre ce qui s'était passé. J'ai rencontré des témoins de l'époque qui me disent que la manifestation était pacifique, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas ni de bâton, ni d'armes, ni rien du tout. Et c'est le sous-préfet Achiari qui a voulu enlever ce drapeau qui était parmi les autres. Hein, il y avait un drapeau français, des drapeaux russes, des drapeaux américains. C'était la fête. Hein. Et là, j'apprends que à partir du 8 mai jusqu'au 26 juin, on va tuer de l'arabe. Et là, pendant la guerre d'Algérie, comme nous étions regroupés 3 familles dans 2 grands appartements, j'entends mes oncles parler. Hein, j'entends mes oncles parler et dire ce qu'ils ont fait
le 8 mai 45. Par contre, mon père, pas un mot. Écoutez bien, pas un mot. C'est mes oncles qui parlaient toujours. Quand avec mon frère, on disait à mon père, tu as vu, il y a eu un attentat là, à tel endroit, et ci, là, il nous disait simplement, ne vous occupez pas de ça, ce n'est pas votre problème. Et il y a quelques années, j'ai eu l'explication. Parce que j'ai lu le livre de Jean-Pierre Péroulou, qui a écrit un livre qui s'appelle Guelma 1945. Et je me suis aperçu que mon père faisait partie des milices de civils montées par le préfet, le sous-préfet Achiari. Parce qu'on va armer les civils. Et c'est les civils qui vont faire tout le sale boulot, avec l'armée bien entendu. Mais ils ont fait, bon, j'ai appris plein de choses. Et après, j'entends dire que ils allaient brûler les cadavres chez La Vie. Alors, La Vie, c'était une minoterie, ils faisaient de la farine. Et il y avait un four extérieur, qui existe toujours. Il y a un monument à côté. Moi, je suis allé le voir il n'y a pas longtemps encore, en 2018, c'est là que j'ai pris la photo. Guelma a été, Jean-Pierre Péroulou le dit, le départ de la guerre d'Algérie. Après, plus rien n'était possible. Vous savez qu'il y a, je crois que c'est Duval qui s'appelle, que De Gaulle avait envoyé pour mettre de l'ordre. Il est repassé à Alger au gouvernement général en disant, voilà, je vous rends les clés de l'Algérie pour 10 ans. 10 ans, oui. Et 10 ans après, il y a eu ce qu'on connaît aujourd'hui et ouvertement. Votre adolescence se passe de manière assez… J'ai vécu une enfance, moi, très heureuse. À l'époque, on était libre. À Guelma, on n'était pas inquiet parce que dans les Aurès, c'est loin. Bon. Et puis au départ, c'était des terroristes, normalement. On nous disait que c'était des terroristes qui avaient tué tel ou tel. Bon. J'ai commencé à réagir quand j'ai vu les premiers cercueils, parce que j'habitais à côté de l'église. Et les convois funéraires passaient devant chez moi et on me disait c'est des militaires. Et bien très très vite, on a compris que c'était un peu partout dans l'Algérie que ça bougeait. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de limite à partir du moment où vous disiez la première partie de la guerre, c'est vrai qu'il commence en Kabylie, entre autres, ou dans les Aurès, semble un peu lointaine, et puis en fait, toutes les régions s'enflamment, et on comprend que Guelma est rattrapé comme par cette histoire violente qui s'est passée 10 ans plus tôt, et là, les choses sont intenables. C'est quoi la vie quand, à partir du moment où effectivement la guerre rattrape Guelma, il y a les différentes communautés qui vivaient, même si elles ne se mélangeaient pas, mais qui vivaient en bonne intelligence, ne se côtoient plus. Moi, également, j'ai toujours gardé des contacts avec les copains algériens avec qui je sortais, je jouais au basket. Même pendant la guerre, même pendant le démarrage de la guerre, vous n'avez pas senti de différence, vous n'avez pas été exclu, on ne vous a pas dit maintenant il faut choisir ton camp, vous n'avez pas eu ce sentiment-là. Je pense que c'est parce que j'allais donner la main à mon père au magasin. Et mon père, autour du magasin, il était toujours avec des Algériens. Toujours. Il parlait arabe couramment, plus votre papa. Mon père, il parlait couramment arabe. Oui. Les Algériens de Guelma, pour moi, ce n'étaient pas eux les terroristes. Ce n'était pas eux, c'était les autres. Eux, c'était… voilà. Je me posais la question, mais d'où ils viennent ces gens? Je ne m'imaginais pas que dans les rangs du FLN qu'il y avait autour de Guelma, il y avait des gens de Guelma. Je n'imaginais pas du tout. Jusqu'à la fin. Et même pendant les manifestations après l'indépendance, j'étais avec eux, sans problème. Je ne suis pas allé jusqu'à défiler avec eux, mais j'étais sur le bord trottoir, je les voyais passer. Il y en a qui venaient me toucher la main. Alors, bien sûr, je me posais la question, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? C'était vraiment un problème pour moi, parce que autant j'avais dit, bon, ok, c'est fait, l'Algérie va être indépendante, la guerre est terminée, etc. C'était un peu surtout pour dire les militaires qui sont encore là, ils vont rentrer chez eux. J'ai vraiment commencé à sentir le problème quand il a fallu dire bientôt, je dois partir à l'armée. Dans l'absolu, vous auriez dû rejoindre l'armée donc 59. En principe, à 20 ans, on devait rejoindre l'armée. Toute cette période, je suis un peu frustré parce que je ne peux pas aller danser, je ne peux plus aller danser. C'est-à-dire,
À l'époque, c'était important de danser, hein, parce que c'était que là qu'on pouvait approcher une fille. Sauf quand je suis monté sur scène à l'orchestre, donc je ne dansais Oui, plus, mais de temps en temps quand même. Et après, bon, ça me tombe dessus, là, 19 ans, qu'est-ce qu'on va faire? Mon père m'avait trouvé un poste dans une banque au Crédit Foncier d'Algérie. J'en parle avec un copain juif. Il me dit, il faut qu'on trouve quelque chose. À l'époque, je ne savais même pas que ça existait, les réfractaires. Ce copain-là me revoit quelques jours après en me disant, j'ai trouvé quelque chose, il faut qu'on aille à la gendarmerie. Et on va être moniteur de la jeunesse algérienne. C'est l'armée. On peut faire notre service militaire là-dedans. Et là, le gendarme nous dit, oui, mais il faut vous engager. Aïe, ah bon? et c'est pour 2 ans, Oui, il c'est faut vous ça? engager 2 ans. Oui. Comme le service militaire était passé à 24 mois, je me suis dit, pas de problème. Mais le problème s'est posé au niveau de la direction de ma banque. Le directeur me dit, Maléa, si vous vous engagez, vous perdez votre poste. Et au retour, vous ne pourrez pas l'occuper. Parce qu'il faut attendre votre feuille d'appel. Si vous vous engagez, vous l'aurez. Donc voilà. J'ai pris la décision quand même et on est parti. On a fait 6 mois d'école à Issoire. Et de là, après, j'étais affecté à El Mader, dans un petit village près de Batna, où j'ai eu la chance et l'honneur d'être reçu en 2014 par le conseil municipal de cette ville. Je me retrouve dans le bled, c'est-à-dire que c'est un les découvert parce que Algériens, oui, vous n'aviez pas beaucoup voyagé, vous ne connaissiez pas bien l'Algérie. pas du tout, pas du tout. Je connaissais Bonn à l'époque, à Annaba. Hein. Une fois, j'étais allé à Gemma, mais pas plus. Hein. C'est pour ça que je dis toujours, les pieds noirs ne connaissaient pas l'Algérie parce qu'on ne voyageait pas. Oui. Qui avait les voitures? Les gros qui avaient du pognon, ils avaient des voitures. Mais nous, on n'en avait pas. J'arrive dans ce bled-là et je suis frappé tout de suite par le fait de voir toutes ces familles qui vivent dans des baraquements, dans des baraques. Les quelques pieds noirs qui habitent là, ils ont des maisons, mais le reste, c'est des baraques, quoi. Tous les jeunes que je ramasse dans la rue, donc que j'arrive à créer un foyer, etc., c'est des gens, parce qu'ils vont me demander de les aider, d'aider leur famille, faire les papiers, etc. Et là, je m'aperçois vraiment de la différence qu'il y avait entre les Européens, qu'on nous appelait, et puis les Arabes. Et là, je me dis, on ne vit pas dans le même pays, c'est pas possible. Ben, je passe votre service, petite année, oui. Et puis après, j'ai un problème avec l'adjudant-chef responsable du MES sous-officier. Et je le menace parce qu'il m'a insulté. Et là, le commandant me dit, il faut que je vous mute. Tu es obligé de vous muter parce que, bon, c'est un gradé, hein, c'est un adjudant-chef. Et là, je lui dis, mon commandant, si vous pouvez me trouver un centre permanent, je préférerais, plutôt que de relâcher les enfants tous les soirs, le lendemain, ils viennent pas, etc. Et il m'a trouvé un poste à Kenchla. Et là, j'étais l'adjoint du lieutenant qui dirigeait le centre. Ça s'est passé admirablement bien. J'ai fini mon service fin mars 62. Dans votre famille, s'était posé la question de quitter l'Algérie. Mon père nous avait dit, s'il faut prendre la nationalité algérienne, je prendrai la nationalité algérienne. Mon pays, moi, c'est l'Algérie. Voilà. Et il a été choqué quand les Algériens sont venus le voir en lui disant, on va nationaliser ton magasin. C'est l'État, tu ne seras plus propriétaire. Et là, il a dit, allez hop, je m'en vais. D'ailleurs, il a bien dit, en jetant les clés dans l'oued qui passait, vous m'avez pas compris, il a jeté les clés, croyant qu'il n'allait pas pouvoir rentrer dans le magasin et dans la maison. Voilà, il est parti écœuré et mon père est mort en Algérie. Mon père n'a jamais quitté l'Algérie, jamais. Mais on n'en a jamais parlé. Quand j'y allais, que je revenais, moi je lui parlais de ses copains que je rencontrais. Hein, j'ai rencontré un tel. Il me disait, ah bon, c'est tout. Il m'a jamais beaucoup parlé avec lui. Jamais. Il a passé sa vie à travailler pour essayer, parce qu'il avait mes grands-parents à charge. Moi, je suis content aujourd'hui de dire que je n'ai pas de sang sur les mains. Mais j'ai appris plus tard, il y a quelque temps, par un universitaire qui m'a appelé, qui voulait faire
qui voulait sortir un livre sur le centre de formation des moniteurs de la jeunesse algérienne à Issoire. Et il me dit, est-ce que vous avez gardé le memento qu'on a distribué aux militaires? J'ai dit, oui, je l'ai gardé. Ah, il me dit, ben, je suis bien content parce que tous ceux que j'ai eus avant vous, ils l'ont rendu. Ah, j'ai dit, moi, je n'ai jamais voulu le rendre. Alors, il me dit, est-ce que vous l'avez bien… J'ai dit non. Je n'ai pratiquement jamais regardé ce truc. Il consistait en quoi, ce memento, Jackie? Le truc, il arrive où le gars me dit, vous devriez aller sur Internet et vous allez avoir des renseignements. Alors moi, le copain m'avait dit que ça avait été créé en 1958 par De Gaulle. Mais je m'aperçois que ça a été créé en 1957 par les généraux qui vont être putschistes en 61. C'était toute la bonne parole de la France à ces Algériens pour leur inculquer de dire ici c'est la France et ça restera français. C'était il y a Chal, Salan, etc. qui ont d'ailleurs avant mars 62, ça a été liquidé et moi j'ai eu au téléphone des gens des militaires qui ont fait le même boulot que moi et en mars 62, ils ont été mutés ailleurs. Tous ceux que j'ai eus au téléphone, on n'a jamais porté la bonne parole française. On a surtout aidé les gens dans les djebels. On a fait de l'humanitaire plutôt que du bourrage de crâne. Oui. Ici, on est en France, etc. Bon. Au moment de l'indépendance, alors, vous quittez assez rapidement l'Algérie? Mon premier souci, ça a été de trouver du boulot et puis de me marier. On s'est marié en mars 63. Je travaille dans une usine. Ensuite, je trouve un poste à EDF. Le poste dans un bureau, ça ne me plaît pas tellement. Et puis, j'apprends qu'il y a des activités sociales. Donc, je me mets dans le syndicat. Je commence à encadrer les beaux jeudis. Les enfants n'allaient pas à l'école le jeudi. Je les amenais à la montagne, à côté d'Annecy, à la Clusaz. L'hiver, le ski. Jusqu'au jour où une copine me dit « Tu devrais faire tes stages d'économe et puis encadrer et de directeur, encadrer les colonies de vacances. » Et je fais mon stage. Et voilà, je pars dans les colonies. Je fais toute la France. Il y avait besoin d'un directeur en Bretagne, je partais en Bretagne. Il y en avait en Corse, je partais en Corse. Jusqu'au jour où je leur ai dit, bon, maintenant, les copains, au bout de 8 ans, est-ce qu'il n'y a pas un poste permanent? J'ai eu un centre de vacances à moi pour l'année. Hein. Donc, j'avais quitté donc, EDF, mais c'était toujours les activités sociales du personnel EDF. L'Algérie, pour moi, c'était de temps en temps. Hein, de temps en temps, on en parlait comme ça, etc. Jusqu'au moment où, en 77, je vais rencontrer ma mère. C'est la première fois que je retourne en Algérie. Alors là, ça a été quelque chose de très, très fort, puisque en même temps de faire la connaissance de ma mère, je retrouve les copains qui viennent à la maison me chercher, qui viennent à la maison parce que je dis téléphone arabe, ça fonctionne très bien, hein, très bien. Et de là, tu te rappelles d'un tel? Oui, il est là-bas, viens, cet après-midi, on va le voir là-bas, on va là-bas. En 95, je prends ma retraite, bon, je rentre à la mairie. Jusque-là, j'allais en Algérie, mais en touriste, hein, et j'ai même accompagné des agents EDF français qui allaient rencontrer des agents de la Sonelgaz en Algérie. Donc, on faisait des échanges. Et je recevais les copains d'Algérie à Paris pour leur faire visiter la France. En 2005, on apprend qu'une stèle a été érigée dans un cimetière à Perpignan à la gloire des gens de l'Ouest qui ont été condamnés par la justice française et exécutés. Et là, on se retrouve très vite au sein d'un collectif, plusieurs associations, et on porte le P au niveau de la mairie. On va voir le maire de l'époque, qui lui, on l'a su après par quelqu'un, c'est pas tellement lui qui a voulu ça, c'était son adjoint, qui était pied noir, qui était rentré à l'âge de 12 ans à Perpignan, qui avait tout fait pour… Et après, on apprend qu'il y a un cercle algérianiste. C'est l'Adimad qui a fait la stèle. Et on disait au maire, si ça appartient à l'Adimad, qu'ils la prennent et qu'ils la mettent où ils veulent, mais pas dans un lieu public. On n'a pas à faire l'apologie des crimes de guerre. Pour eux, ce n'était pas des crimes de guerre, hein, c'était des héros qui étaient morts pour l'Algérie française. Depuis, tous les ans, au mois de mai, j'écris au préfet pour lui demander d'interdire la manifestation de fleurissement de la stèle par les pieds noirs.
tous les ans, le préfet prend un arrêté préfectoral qui n'est pas appliqué. Ouais. Et jusqu'en 2020, le maire, qui était donc le pied noir, là, fermait le cimetière ce jour-là pour éviter les problèmes. Depuis que le nouveau maire est arrivé, M. Agneau, le cimetière est ouvert. L'année passée, j'ai été menacé personnellement par un fervent de l'OAS. Il le dit à qui veut l'entendre, qu'il était OAS, et il m'a menacé devant tout le monde. Après, on a entendu parler du mur des disparus. Il se proposait de faire un mur où il y aurait 2900 et quelques noms de pieds noirs disparus en Algérie. On va voir le maire, qui était le pied noir, là, et on lui dit, faites plutôt une stèle à la gloire de tous les disparus de la guerre d'Algérie. Je lui dis, parce qu'il y a eu des militaires qui ont disparu, il y a eu des Algériens qui ont disparu, il y a eu des pieds noirs français qui étaient pour l'indépendance, hein, comme Maurice Audin, disparu. Ils n'ont pas voulu entendre et ils ont fait le mur des disparus. Entre-temps, ils avaient quand même fait aussi le musée des Français d'Algérie. Là, c'est pareil, on prend contact avec le maire, on va le voir et on lui dit, adressez-vous à des scientifiques, à des universitaires pour faire un musée, mais pas nous, vous et nous ne sommes pas capables de faire un musée qui retracerait l'Algérie, quoi. C'est pas possible. Là aussi, ils balayent tout et ils font à leur tête. Donc, quand on rentre dans ce musée, eh ben, on a tout ce qui représente l'Algérie française, quoi, hein. C'est comme ça. Quand le mur est inauguré, il y a 4000 pieds noirs présents à Perpignan. Et là, il y en a un qui regarde le mur et qui s'aperçoit qu'il y a des noms de personnes qu'il connaît très bien et qui sont morts dans leur lit. Et là, il appelle le fils en lui disant, dis donc, voilà, je suis à Perpignan, etc. L'autre, il dit, mais qu'est-ce que c'est que cette affaire? Il dit, je t'assure qu'il y a ton père, il y a ta sœur, la sœur, elle était encore vivante, à Cassis, et ton père. Fou de rage, quoi. Il arrive à Perpignan, il demande d'abord le maire, et là, ça se passe dans la rue. Il y a un copain qui n'est pas pied noir, qui est au Parti communiste à Perpignan, et qui me dit, qu'est-ce que vous attendez pour faire entendre votre voix? Il n'y a que les Roland de l'Algérie française qui ont la parole, et vous faites une association, créez votre association. On a créé cette association, les Pieds Noirs progressistes. Au sein du collectif, je siège en tant que membre fondateur de l'association des Pieds Noirs progressistes, et on fait des choses comme on a fait dernièrement avec le congrès du cercle algérianiste. On a baptisé une place Mouloud Feraoun et ses 5 compagnons en mémoire de ces 6 inspecteurs de l'éducation nationale qui ont été lâchement assassinés. Dans mon histoire, j'ai eu aussi la joie de rencontrer et d'accueillir chez moi Henri Alec. Le syndicat CGT de Perpignan l'avait convié pour faire une conférence à Perpignan. Nous avions l'accord de la mairie pour avoir une salle, mais quand nous sommes arrivés avec Henri Alec, les Pieds Noirs nous attendaient. Et on n'a pas pu rentrer à la mairie parce que les flics sont venus rapidement nous disant, bon, arrêtez, allez ailleurs. Mais on est allé chez moi, on a fait la réunion là-bas et il a couché dans l'institution que je dirigeais. Et je peux vous dire que quand il est monté l'escalier pour venir me rejoindre, je lui ai dit ces mots, je suis très heureux de vous recevoir chez moi. Pour moi, parce que j'avais lu ses livres, j'avais lu tout son passé, quoi. Et j'étais vraiment très heureux. Je peux vous dire que la maison, je me suis fait engueuler après parce que tout le personnel, ils ont vu arriver les renseignements généraux avec les flingues. Ils ont fouillé partout, etc. Ils disaient, mais qu'est-ce qui se passe? Puis moi, après, je suis arrivé. J'aurais dit, oui, effectivement. Alors, je leur ai expliqué, quoi. Ils m'ont dit, oui, tu aurais pu nous prévenir parce que nous, on a vu arriver ces mecs-là comme des fous, courir partout. Bon, voilà. Surtout qu'il y avait une Algérienne avec Henri Alleg qui était menacée par les Algériens. Et donc, il fallait faire très attention. Voilà. Donc, ça fait que depuis 2005, je suis au sein de ce collectif où on travaille, on fait ce qu'on peut parce qu'on n'a pas trop de moyens. Hein, on n'a pas trop de moyens, donc on arrive à faire ça.
Alors, pour revenir un peu à l'Algérie, il faut que je vous dise Oui, aussi je que vous en prie. un jour, à Kenchla, je me trouvais chez ma fiancée et ils avaient une énorme pierre carrée devant la porte et on était assis, souvent on était assis à prendre le frais dehors. Et un jour, je dis à ma belle-mère, je dis, il y a une voiture là, ça fait 2 fois qu'elle passe, c'est bizarre. Alors elle me dit, mais pourquoi bizarre? Les voitures, ils ont le droit de passer, les voitures. Je dis, oui, mais je ne sais pas, le gars, il regarde par là et tout ça. Alors elle me dit, arrête avec tes trucs et tout ça. Bon. Et puis à un moment donné, elle me dit, bon, tu manges là? Non, je ne mange pas, je rentre. Et mon centre était au bout de la rue, et j'avais qu'à monter, c'était plus haut, à peut-être 800, 900 mètres. Mhm. Et je m'en vais, je leur dis au revoir, je m'en vais. Et ce jour-là, au lieu de monter tout droit, je fais un détour pour passer devant le bistrot du coin. Et arrivé, alors il y avait le bistrot et il y avait en face le commissariat de police. J'entends un boom terrible, une explosion. Il y avait un flic devant la porte, je le regarde, il crie, oula, c'est quoi ça? Ouais, il me dit, c'est une grenade chez les Harkis, c'est pas. Je ne sais pas pourquoi, je fais demi-tour. Et quand j'arrive, pas loin de chez ma, je vois un attroupement devant chez ma fiancée. Je peux vous dire que les 50, 60 mètres que j'ai fait là, je les ai fait à petits pas parce que j'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? Ils avaient jeté une grenade à l'intérieur. Je vois ma belle-mère dehors, elle avait une pomme de terre au bout de la fourchette et le couteau dans l'autre main, comme ça, elle parlait. J'arrive et je lui dis, qu'est-ce qui s'est passé? Elle me dit, ben, ils ont jeté une grenade. Hein. J'ai dit, et elle me dit, non, non, rassure-toi, il n'y a pas de blessés. Quand je rentre dans la maison, pouf, le buffet était par terre, les chaises, pratiquement plus de pieds, plus rien, des trous partout. Et mon beau-père qui était en train de regarder les éclats, que j'ai gardé d'ailleurs soigneusement, souvenir. Ils ont jeté une grenade. On peut dire que vous aviez la baraka, parce que vous aviez échappé Ah oui. aussi. C'est un Oui, trottoir un peu. ouais, mais j'ai su après pourquoi. Parce que quand ils ont arrêté le gars qui a jeté la grenade, mon beau-père y est allé. J'ai dit, je viens avec toi. Il m'a dit, non, toi tu restes là, moi je vais y aller. Il lui a demandé pourquoi il avait jeté la grenade. Alors il a dit, au départ, je devais la jeter chez des Harkis. Il y avait un mariage Harki. Il a dit, ben, on a été empêchés et il y a quelqu'un qui m'a dit, ben, tu jettes les pieds noirs là, à tel endroit. Il m'a dit, mais j'ai attendu que le militaire soit parti. Parce qu'il savait ce que je faisais à Kenchla. Il savait que je m'occupais des jeunes Algériens. Et donc, il a attendu que je parte. Et en plus, le pauvre, il a dit, j'ai jeté la grenade sous le buffet, mais la grenade, elle a tapé et elle est revenue sous la chaise de ma fiancée. La chaise de ma fiancée, c'était une passoire. Et mon petit beau-frère qui était dans la cuisine, qui venait, il a dit, attention, une grenade. Et chacun a pris une porte. Ils ne se sont pas bousculés, chacun a pris une porte, ils sont sortis et la grenade a explosé. Et heureusement qu'ils ont cru ça, parce que c'est souvent qu'on faisait des blagues en jetant un caillou, en disant attention, une grenade, quand tout le monde se mettait à plein ventre, etc. Bon. Heureusement, là, ce jour-là, tout le monde a compris et ils sont sortis. Heureusement. Voilà. Mais j'en ai jamais voulu. J'en ai jamais voulu à celui qui avait jeté la grenade, parce que je comprenais très bien, alors il l'a expliqué, il avait vécu en France, et quand il est revenu en Algérie, ben, le FLN lui a dit, faut que tu fasses quelque chose, hein, tu ne vas pas venir ici, nous on se bat et tout. Voilà. Donc il lui a donné une grenade pour jeter chez les Harkis. Ça me travaillait depuis très longtemps, je disais toujours, on ne connaissait pas notre pays, je dis toujours aux gens qui me parlent, qui discutent avec moi, je dis, quand on rentrait dans nos salles de classe, on avait la carte de France. On savait où coulait la Seine, où coulait le Rhône, mais est-ce qu'en Algérie, il y avait des fleuves? On ne savait pas. Est-ce qu'il y avait des montagnes? On ne savait pas. Et surtout, je dis, moi, j'ai appris. J'ai eu la chance, quand je suis rentré à EDF, de rencontrer un gars qui m'a dit, qui a commencé à me parler de l'Algérie, de colonisation. Et je lui dis, c'est quoi ça? Alors, il m'explique, 1830, etc. Et là, je commence à comprendre que bah, je ne connaissais pas mon pays et surtout pas son histoire. Alors, j'ai une bibliothèque pleine de bouquins. J'ai lu plein de bouquins. Et puis, bien entendu,
en Algérie, j'ai rencontré des gens. Mm. J'ai eu la chance de faire un voyage une fois avec la 4ACG. Vous avez certainement dû entendre parler d'eux. Les réfractaires, l'association des réfractaires et notre association des pieds noirs progressistes. Et on a rencontré des anciens combattants du FLN. On a fait des discussions avec eux. Au fur et à mesure, j'ai appris des choses. J'ai vu tous les films qui sont sortis sur l'Algérie. Donc je suis allé voir. Il y a des moments où je fais gaffe chez moi parce que j'ai toujours peur qu'un de mes fils me dise bon, arrête de parler de l'Algérie. Mon aîné, il m'avait rassuré un jour en me disant l'Algérie, c'est ton pays. Bon, voilà, tu gardes ça pour toi et puis voilà. Tandis que le second, non, il discute bien avec moi et il est content quand on en parle. Voilà. Oui, parce que Et c'est votre pays. Et j'ai peut-être la chance d'avoir un petit-fils qui va suivre un truc que la télé m'a appelé, qui cherchait des petits-enfants pour aller en Algérie sur les lieux où ont vécu leur grand-père ou leur grand-mère. Et donc, sans savoir que ça allait intéresser, parce qu'ils ils ont eu le livre, ils ont eu le film, hein, chacun, et j'en ai parlé comme ça à mon fils, et qui me dit, ah oui, il y a Romain qui est intéressé, donc il a été appelé par le journaliste de la télé. Est-ce qu'il va y aller, est-ce qu'il ne va pas y aller, est-ce que je vais le suivre ou pas, j'en sais rien. Bon, voilà, en tous les cas, il est intéressé. Voilà. Donc, ce serait une belle histoire qui se poursuivrait. Jackie, vous m'avez demandé, je ne vais pas vous interrompre, mais vous m'avez demandé de vous faire penser à parler de la musette. C'est quoi cette histoire de musette? La musette. Alors, vous m'avez envoyé la photo. Cette musette, c'est la seule activité que j'ai partagée avec mon père en Algérie, c'était la pêche. Et dans cette musette, qui était sa musette de l'armée, qu'il avait récupérée, dans cette musette, il y a ses hameçons encore, il y a ses fils, il y a tout ce qu'il avait à l'époque, c'est resté tel quel. Et quand il a fermé les yeux, surtout quand ma mère nourricière a fermé les yeux, mon frère m'a dit, voilà, l'appartement, je vais le garder. Est-ce que tu veux quelque chose des meubles? Je lui ai dit, je ne veux rien, sauf une chose. À la cave, il y a une musette de papa, de la pêche, je la veux. Si vous voulez, pour moi, c'est le seul trésor de mon père, sa musette de pêche. Ouais. Voilà. Et elle est pendue dans l'escalier de mon garage, et c'est souvent que je mets la main dessus. Ouais. C'est ce qui vous relie à l'Algérie aussi, même si vous disiez vous avez des contacts quotidiens. Vous pensez quoi des relations franco-algériennes? Je suis très inquiet à ce niveau-là. Notre président de la République, que j'ai eu, je ne sais pas si je peux dire la chance ou quoi, de rencontrer le 26 janvier 2022, hein, puisque on a été invité avec les autres associations de rapatriés. Ce que j'ai regretté amèrement, c'est qu'il parle du 26 mars 1962, la rue d'Isly, Alger, et qu'ils reconnaissent que la France est coupable. On aurait aimé discuter, mais une fois qu'il a eu fini son laïus, il est descendu dans la salle et il est allé en aparté avec les uns et les autres, donc ce n'était pas le moment de lancer une discussion là-dessus. Mais moi, le 26 mars 62, c'est l'OAS qui est responsable. C'est l'OAS qui a demandé aux Algérois de descendre dans la rue. Et c'est les militaires qui ont envoyé les tirailleurs algériens pour faire le maintien de l'ordre, qui se sont fait insulter par les pieds noirs, c'est ça le problème. Et en plus, après, l'armée s'est fait tirer dessus par des gens qui étaient postés dans les immeubles. Donc, la France n'est pas responsable. Alors, entre le moment où il va en Algérie en 2017 en disant il est candidat à l'époque, la colonisation a commencé par des films de guerre, hein, avec les enfumades, etc. Et là, il donne raison aux pieds noirs en disant, voilà, il a voulu, bien entendu, c'était la période électorale. Hein, en janvier 2022, on était en période électorale. Donc ça, moi, je le regrette amèrement. Alors par contre, je regrette aussi un peu les problèmes qui se trouvent en Algérie aujourd'hui. Et je crois que ni les uns ni les autres n'ont fait un pas pour rapprocher
Est-ce que ça va se faire là le 25 et le 26, hein? Je sais qu'il est en Algérie, Macron, mais là, il va surtout pour Des savoir si on questions peut avoir et voilà, un peu plus de gaz. Ouais. hein? Bon, il part quand même avec, il part pas qu'avec des économistes ou des entrepreneurs. Donc, il y a une volonté sans doute effectivement de, voilà, d'avancer sur tous ces autres dossiers. Ça a toujours été un rêve pour moi, la réconciliation entre les Français et l'Algérie, parce que on a une histoire commune. Voilà. Et en 89, j'ai essayé de faire quelque chose. Et après une discussion à un repas avec des collègues pieds noirs de Guelma, on a lancé l'idée de réunir une quarantaine de copains, un week-end prolongé. On s'est trouvé à 300. 300 dans un centre de vacances que j'ai loué. 300 et ils ont voulu créer une association. Là, j'ai été nommé président. Mais malheureusement, très vite, ils m'ont fait sentir que ce n'étaient pas les idées, que ce n'étaient pas les leurs idées. Et moi, je voulais rapprocher. Je dis, on va y aller, on va inviter des collègues de là-bas et nous, on sera invités chez eux et tout ça. Bon, comme je fais moi depuis des années, hein, à chaque fois que je vais, je suis à plus large échelle. Voilà. Et donc, j'ai dû démissionner avec ma femme y a insisté, hein, parce que je ne dormais plus la nuit. Les gars ils m'ont sali, mais vraiment, franchement, et c'est parti d'un truc. C'est parti d'un truc où il y avait une femme qui faisait partie du bureau hein, de notre association, qui était là, et on a été invité par des responsables d'entreprise à Guelma. Il y avait quelques usines et on avait un repas, comme ça. Et il y en a un qui m'a posé la question, qui m'a dit, Jackie, mais t'as fait la guerre d'Algérie? J'ai dit oui, mais je n'ai pas pris de fusil. Elle a répété ça à son mari, qui a dit publiquement après, on a bien dit que notre association était apolitique, et là, tu as fait de la politique. J'ai dit, qu'est-ce que vous appelez politique? On me pose la question, je réponds. J'ai dit, si on ne m'avait pas posé la question, je n'aurais pas parlé du service militaire. On me demande si j'ai fait la guerre. Je dis, oui, mais je n'ai pas pris de fusil, c'est tout. Et j'ai expliqué pourquoi, c'est tout. Voilà. Bon, donc effectivement, ça s'est avéré qu'après mon départ, c'est un gars qui a pris l'association et il était au Front National. Donc, tous les rassemblements, il distribuait les tracts du Front National, etc. Donc là, il y en a une partie qui sont partis. Parce que moi, je dis aujourd'hui, si vous voulez, et j'ai eu l'occasion d'en parler avec un historien, c'est pas vrai que le vote pied noir est Front National aujourd'hui. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Les pieds noirs, d'abord, ça représente que 5%, 5% dans le vote en France, les pieds noirs. Et les pieds noirs se sont fondus dans la masse. Il y en a qui votent à droite, il y en a qui votent Front National, il y en a qui votent aussi socialiste, et il y en a même qui votent communiste. Voilà. Donc, c'est pas. Moi, je leur en veux pas. Quand ils ont fait leur congrès, cercle algérianiste, j'aurais voulu discuter avec eux. J'aurais voulu aller discuter avec eux. Parce que je suis sûr que ces gens-là, ils sont dans ces associations, comme toutes les associations qu'on peut trouver en France, hein, pour se retrouver entre eux, pour parler un peu pied noir, pour boire la nisette, etc. Parce que c'est vrai que là-bas, c'était ça. Hein, brochette merguez, etc. Et voilà, c'était comme nous, on le fait quand on se retrouve. Là, on va faire notre assemblée générale bientôt, et on a failli faire un méchoui, mais sinon, ça va être brochette merguez et tout. Et là, on retrouve notre accent et tout, mais avec d'autres idées. Idées. Pour évoquer la nostalgie et pas la nostalgérie. Voilà, la nostalgie. Parce que là aussi, hein, et un jour, il y en a un qui m'a dit, mais vous, l'Algérie, vous vous en foutez? J'ai dit, ah non. J'ai dit non, moi je l'aime plus que vous, l'Algérie. Parce que moi, j'ai été pour l'indépendance de l'Algérie. J'ai dit, tandis que vous aimiez, vous, en Algérie. C'est pas pareil. J'ai dit, moi, l'Algérie, je l'aime. Et je regarde et j'écoute ce qui se passe parce que ça m'intéresse toujours. Voilà, j'ai dit, tandis que vous, c'est pas le truc. Quand j'étais à Issoire, j'avais comme voisin de lit, parce qu'on était 10, hein, je crois, oui, on était 10 dans la chambre, j'avais un monsieur qui était kabyle, qui était le frère de Chérif Amir. C'était un boxeur célèbre. Et ce gars-là, mais ça a été d'une complicité avec moi.
très sympa et tout. Et un jour, il me dit, je lui dis, comment tu t'appelles? Il me dit son prénom. Et je dis, oui, mais ton nom? Il me dit, Amia. Je lui dis, Amia, Amia. Il me dit, oui, oui, c'est mon frère, mon soeur. Et je l'ai vu un jour se mettre très en colère par rapport à un collègue algérien qui était dans la même chambre et qui m'a fait une réflexion sur les pieds noirs, sur les Français, parce qu'on ne disait pas pieds noirs à l'époque. Et il l'a pris, mais fermement, en lui disant d'arrêter ses bêtises, etc. Et il lui a dit, Jackie, il est ici avec nous, on est tous pareils. Okay, j'ai un souvenir de ce gars-là, quelque chose d'incroyable. Qu'est-ce qui me reste de l'Algérie? Il me reste deux choses. D'abord, j'ai planté un figuier de Barbarie chez moi. Oui, oui. Et tous les ans, je cueille, là aujourd'hui, il y en a dans le frigo, je cueille des figuiers de Barbarie. Et puis, oui, et je fais des sponges. Oh là là! Je suis sûre que vous les faites bien. Eh oui, oui, je les fais bien. Là, je vais les faire pour demain matin parce que mes enfants adorent ça. Voilà, donc, ils apprécient les bonnes choses, je les comprends. Voilà. Et ma femme, de temps en temps, fait la galette. La galette. Oui, aussi, ce que je voulais vous dire, qui est très important, c'est que j'ai eu la joie et l'honneur de pénétrer dans la cabane qui a servi au congrès de la Soumane. Vous avez eu cette chance. Ouais. En plus, voilà, le 20 août 56, c'est une date qu'on ne peut pas ne pas connaître dans l'histoire algérienne, de l'indépendance algérienne. Alors, c'est quand on a fait notre voyage avec la 4ACG, les pieds noirs progressistes et tout ça, on est allé dans ce village, aidé par un ancien gradé de FLN, quand même, et ils nous ont ouvert les portes. Mais je peux vous dire que pour moi, ça a été une émotion extraordinaire. Je veux bien le croire. Entrer dans cette cabane où il y a toujours les pierres posées en rond, où ils se sont assis pour parler. Vous intervenez beaucoup dans les lycées, entre autres, pour parler de votre histoire? Alors, dans les lycées, j'attends la réaction parce que j'ai proposé l'histoire de l'Algérie, l'histoire, pas de la guerre, l'histoire de l'Algérie, pour mieux comprendre la guerre. Alors, parce que quand on entend l'histoire promulguée par Alliot et compagnie, cercle algérianiste, eux, c'est assez réducteur. Voilà, il y a un historien qui nous racontait il n'y a pas longtemps à Perpignan, il nous dit qu'il avait fait un livre, moi je le connais très bien, et il avait fait un livre sur les pieds noirs, il avait donc interviewé pour les pieds noirs, et il dit, il y en a un qui m'a fait rire. Parce que quand je lui ai dit, j'ai parlé de colonisation, il a dit, attendez monsieur, je vous arrête tout de suite là. C'est les communistes qui parlent de colonisation. L'Algérie, elle a toujours été française. Moi, il dit, je suis né dans un département français. Alors, il lui dit, non, mais non, parlez pas de colonisation. Ça n'existe pas, ça. C'est les communistes qui disent ça. Notre histoire, on pourrait en parler des heures. Comment voudriez-vous qu'on se souvienne de vous, Jackie? J'espère que mes enfants et mes petits-enfants, avec tous les documents que je vais laisser, parce que je vais laisser des cartons de documents, vont comprendre que j'ai été quelqu'un qui s'est battu d'abord pour le respect de l'homme en tant que tel, le respect de l'homme, et en même temps la liberté de l'être humain, parce que moi je dis que faire souffrir des gens pendant 130 ans, les considérer comme des moins que rien, etc., ça a été quelque chose d'incroyable, quoi, que moi je n'ai jamais accepté. Mais je regrette beaucoup de ne pas l'avoir fait pendant que j'étais là-bas, quoi. Pendant la guerre d'Algérie, par exemple, où je ne me suis pas investi. Voilà, j'ai simplement refusé, moi, de mettre des tracts de l'OM. Voilà. Pardon, c'est une forme d'investissement. Ce qui est important dans le message aussi que vous voulez passer, parce qu'il y a toujours des relents de néocolonialisme si on ferme les yeux, si on ne reste pas vigilant. Votre combat aussi, c'est attention à ces nostalgiques, effectivement, qui vous loueront les bienfaits de la colonisation. Ce que je ne comprends pas, c'est comment les pieds noirs qui parlent comme ça ont pu, pendant 60 ans, rester sur leur position. Moi, je dis, ils sont restés au Moyen-Âge. Ça fait 60 ans.
On a Avec les... eu on a eu toutes les occasions possibles d'entendre parler et des enfumades et du mauvais traitement des Algériens, etc. Moi, je raconte une anecdote. Un jour, je mangeais à Guelma avec un copain algérien, et à un moment donné, il me dit, Jackie, je vais te poser une question. On parlait justement de ces différences qu'il y avait, etc., et que nous, on ne voyait pas plus que ça, quoi. Voilà. Il me pose une question. Il me dit, est-ce que tu te rappelles comment s'appelait l'équipe de foot de Guelma? Moi, je dis oui. Ça s'appelait la SFMG. Alors, il me dit, ça voulait dire quoi? ESFMG. Alors, je lui dis, ça veut dire entente sportive. Oui, il me dit quoi? Français. Franco-algérienne guelmoise. Pourquoi franco-algérienne? Pourquoi elle ne s'appelait pas entente sportive guelmoise? Simplement. Non. Mais même dans l'équipe de foot, eh ben, il y avait la différence, quoi. Il y avait les Français et il y avait les indigènes. Voilà. Quand je dis aux gens que les Algériens étaient français, mais pas citoyens, ils me disent, qu'est-ce que tu me racontes là? S'ils étaient français? Non, ils n'étaient pas citoyens. Ça, c'est le BABA. Ça, si les gens ne connaissent pas cet élément, c'est qu'ils ne connaissent rien de l'histoire et de ce qui a motivé effectivement la population algérienne à accéder à avoir des velléités, à accéder à l'indépendance. Mais c'est vrai que depuis une vingtaine d'années, on a la chance, et parce que les témoins comme vous arrivent à un moment où ils sont sans doute plus disponibles dans leur tête, ils sont à faire un bilan de leur vie, ils sont plus enclins à témoigner. Le temps, les possibilités de témoigner, de toucher le plus grand nombre existent. Et puis c'est vrai qu'entre autres, depuis une vingtaine d'années, la parole s'est libérée, comme effectivement, on parle, il y a des livres qui évoquent les enfumades, mais plus récemment, effectivement, les exactions commises. Et on peut pas nier des deux côtés pendant la guerre d'indépendance sur les tortures. Je veux dire, vous évoquiez tout à l'heure Henri Alleg. Combien, je renvoie quelqu'un que je vais bientôt rencontrer, Henri Pouliot, qui s'est retrouvé effectivement militaire dans cette sinistre villa Suzini. La villa Suzini, ben oui. C'est pareil quand moi je dis qu'à côté de ma chambre, parce que j'étais rattaché à un corps combattant, hein, j'étais rattaché administrativement, simplement. J'avais la salle de torture pas loin de chez moi. Et quand on arrivait aux messes à midi ou le soir, j'entendais les gens qui parlaient des tortures du matin, quoi. Et souvent en rigolant, quoi. Ah, le mec, bon. Et moi, ça me révoltait, mais j'étais tout seul. En plus, j'étais tout seul comme pied noir, là. Et ils m'en voulaient parce qu'eux, ils venaient défendre l'Algérie, et moi, je ne prenais pas les armes. Ils me l'ont dit plusieurs fois, hein. Ils me l'ont dit plusieurs fois. Vous savez que j'ai été très loin, hein. Il y a un lieutenant un jour qui m'a dit, vous allez venir avec nous en opération ce soir. Je dis non, je ne viendrai pas. Non, ce n'était pas en opération, en patrouille. Oui. Patrouille. Ils m'ont donné une mitraillette. Oui. Ils m'ont donné une mitraillette. Ah, j'ai tiré, hein. J'ai tiré. Alors tout le monde à plat ventre. Qu'est-ce qui se passe là? J'ai dit, j'ai vu des mecs là passer, j'ai tiré moi. Ils disent, ouais, attendez, c'est pas comme ça. Ils m'ont vite enlevé la mitraillette et puis ça a été classé parce que j'avais pas le droit. J'étais pas militaire combattant. Là, ils tergiversaient pas. Hein. J'ai vu un jour un ancien militaire dire quand je suis parti en Algérie, j'étais antimilitariste et contre la guerre. Et en Algérie, on a réussi à me faire abattre un Algérien à bout portant. Voilà. C'est ça. Et moi, j'ai eu peur, si vous voulez, au départ, d'être enrôlé quelque part, mais j'ai tenu bon. À El Mader, pas de problème. Et donc, j'avais peur qu'on m'enrôle quelque part ou quoi. Et au niveau de l'OAS, j'ai refusé. Un oncle m'avait demandé de. Alors là aussi, c'est pareil, hein, juste une aparté rapidement. J'ai appris il n'y a pas longtemps, parce que j'ai encore une cousine qui est vivante, que mes oncles rackettaient la famille pour l'OAS. Au nom de l'OAS. Au nom de l'OAS. Et je lui dis, mais attends, Angèle, tu es sûr de ça? Elle me dit, ah oui, moi je peux te le dire, parce qu'il passait à la maison chercher l'argent. Et son père c'était un pauvre ouvrier maçon,
Bon, et elle me dit, ton père aussi a dû payer. Mais bien entendu, comme mon père, j'en parlais pas, il n'en parlait pas, donc je n'ai jamais su. Voilà. C'est affreux. Et quand j'ai lu ce livre de Jean-Pierre Péroulou, tous les noms qu'il y a dans le bouquin, je les connais. Quand j'arrive sur mon père, alors heureusement, j'avais comme décharge qui disait que c'était pas un exécutant, mais que c'était un observateur. Donc, il devait peut-être regarder si personne venait quand il y avait des exécutions, mais ça a été affreux, quoi. J'ai appris des trucs affreux. Enfin, voilà, pour moi, ça restera. Ouais, c'est votre histoire algérienne avec ces moments douloureux, mais qui nous permettent aujourd'hui de nous exprimer, de comprendre, de partager. Pas forcément toujours d'être d'accord, mais en tout cas de trouver un terrain d'entente. Je pense qu'on est dans la France et l'Algérie sont, comme je dis toujours, sont appelés en une histoire commune qui n'a pas toujours été très facile, mais qui doit nous grandir, nous enrichir plutôt que de nous séparer. C'est ça aussi que je voudrais peut-être laisser en conclusion. Et notre histoire algérienne, merci d'y avoir participé, de l'avoir partagée, d'avoir contribué. Notre histoire algérienne elle est là aussi grâce à vous, grâce à votre témoignage. Mille merci, Jacques.